Mmh.
Et nous, on a affiché sur notre page, donc votre lien Zoom. Donc, Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents. Je suis Quentin Besson, manager audit de la Junior Entreprise Genève. Et voilà Nicolas Dinardo, manager relations publiques de la Junior Entreprise Genève et business developer. J'aimerais juste savoir, est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, écoutez, bienvenue à cette présentation sur la norme ISO 9001, comment créer et maintenir la qualité dans une entreprise. Qu'est-ce que la norme ISO 9001 pour commencer? Alors, la norme ISO 9001, c'est une norme du système de qualité du management. Donc, comment on fait ça? On met ça dans une société et on regarde l'amélioration en continu. Le but de cette norme, c'est de maîtriser les processus autant à l'interne que vers l'externe, d'assurer la satisfaction client, de valoriser la marque, donc de valoriser notre entreprise, d'être connue mondialement, voire de se standardiser par rapport aux entreprises qui sont elles-mêmes connues mondialement, et d'optimiser les coûts. Par optimiser les coûts, on entend donc arrêter de perdre du temps et arrêter de perdre de l'argent. Alors, il faut savoir que pour mettre en place un système de qualité de la management et avoir l'obtention de la norme ISO, ça prend entre 6 mois à une année. Ça dépend de ce qu'on a fait avant. Si on part de zéro, ça sera plutôt une année. Si on a déjà quelques processus établis, quelques procédures, ça sera plutôt 6 mois. Ça dépend. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Donc, il y a une étape qui est l'audit interne. Donc, c'est un auditeur d'une société externe, ou même quelqu'un qui est formé à l'interne qui vient faire un audit et s'assurer que les procédures, processus et que tout est conforme à la norme ISO 9001. Ça coûte entre 1 500 francs et 3 000 francs. Il faut savoir qu'après ça, il y a un audit de certification qui coûte entre 3 000 et 6 000 francs. À savoir qu'on est certifié sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on passe une fois la norme et chaque année, l'audit de certification, c'est-à-dire un audit de surveillance, se répète. Donc, la norme, elle a plusieurs exigences. Elle en a au total 25 qui sont répartis dans 10 chapitres. Comme vous pouvez le voir, il y a l'article l'article 4, donc c'est tout le contexte par rapport à la société avec le système de management, les processus. L'article 5 qui est donc tout ce qui concerne le leadership, la politique, la responsabilité. L'article 6, c'est la planification, donc quels sont nos objectifs. L'article 7, c'est le support, donc tout ce qui est ressources, ça peut être les ressources humaines, ça peut être nos ressources. Si on veut créer des montres, on a des ressources qui viennent s'ajouter à ça. Ensuite, l'article 8, c'est la réalisation. Donc, la réalisation, par exemple, si je prends l'exemple d'une montre, la réalisation de notre montre avec les prestataires externes, la conception et développement, la recherche et développement, etc. L'article 9, c'est les performances, donc l'audit interne, la revue de direction,
et les mesures et surveillance. Et l'article 10, c'est tout ce qui est l'amélioration. Donc, on regarde comment fonctionne ce qu'on a mis en place et après, on améliore. Maintenant, on va se poser une question. Pourquoi être certifié ISO 9000? Quel est l'intérêt de cette norme pour une entreprise, une association ou quelconque société? Il y en a plusieurs et pour plusieurs parties différentes. Pour ce qui est pour le management de l'entreprise, on a plusieurs avantages qui vont d'une organisation claire et maîtrisée afin de pouvoir savoir qui fait quoi, quand et comment, d'identifier et de maîtriser les risques potentiels auxquels la société est vulnérable, de contrôler les procédures, écrire ces procédures pour déterminer comment maîtriser ces activités à risque, de nous renseigner et de mettre à jour des KPI, les indicateurs de performance, Key Performance Indicators, qui ne sont pas forcément des indicateurs comptables, mais qui peuvent être, par exemple, la satisfaction client. Et également, cela permet aux collaborateurs d'être encadrés, formés et prêts à pouvoir agir en conséquence s'il y a un problème qui se présente. Maintenant, je vais passer aux bénéfices pour les collaborateurs. Donc, à savoir que les collaborateurs, ils auront des rôles qui seront définis, ils auront des responsabilités qui seront définies. Donc, ça veut dire qu'une personne qui rentre dans la société, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. On a un accès intuitif et immédiat aux procédures et documents. Donc, à savoir qu'une société sans documents, elle ne peut pas fonctionner. Les documents, c'est des preuves. Donc, par exemple, si on a un partenaire, la preuve de ce partenariat, c'est un contrat. Donc, le document, c'est l'office de preuve. On a des idées et des suggestions d'amélioration systématique. Donc, c'est-à-dire que les collaborateurs eux-mêmes vont progresser et ça va remonter auprès du management et ça fait progresser toute la société. Et finalement, on a une ambiance de travail motivante et qui est portée par l'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est motivé parce que tout le monde sait ce qu'il doit faire. On évite de perdre du temps, on évite de perdre de l'argent et au final, on fait que de progresser. Enfin, ce n'est pas que pour la société que la norme est utile, mais également pour les clients. Un client peut avoir des exigences assez hautes et grâce à cette norme, cela atteste que les exigences sont comblées grâce à la qualité de management interne et externe. Également, les clients ont des attentes, évidemment, qui sont beaucoup plus facilement identifiées et comprises par le management et par les collaborateurs. Pour les fournisseurs, qui font également partie des parties prenantes, la relation est pérennisée et peut durer plus durablement dans le temps. Les observations ou les remarques qui peuvent être faites par les clients en rapport avec notre produit ou le service sont prises en compte et modelées pour que cela réponde à l'amélioration continue de manière positive. Notre image est également renforcée. C'est un gage de qualité. Cette norme est une preuve de la qualité du management interne. Et cela aussi facilite l'innovation grâce au retour client, mais grâce également à toute cette qualité interne que le système de management de qualité a mis en place. Maintenant, comment mettre en place un système du management de la qualité? Alors, pour ce faire, je vais d'abord vous énoncer les étapes. Donc, il y a une première étape qui s'appelle la vue hélicoptère. Donc, dans cette vue hélicoptère, on prend la société dans son ensemble. On essaie d'analyser quelles sont toutes les parties prenantes qui sont vitales à la société. Une fois qu'on a les parties prenantes, on regarde les attentes et objectifs. Par attente, donc c'est qu'est-ce que eux attendent de nous, et objectif, c'est ce que nous attendons d'eux. À partir de là, on aura déjà quelque chose d'assez complet, mais pas encore assez. Donc, on va faire une analyse des risques. On va regarder notre société, quels sont les risques qui lui sont associés, quels sont les risques qu'on va devoir maîtriser. Évidemment, il y a des risques qui sont plus graves que d'autres, qui sont plus difficiles à maîtriser, donc il faudra mettre plus d'efforts dedans pour les maîtriser. Et finalement, on va prendre les procédures et processus. Donc par procédure, j'entends les activités de la société, quelles sont les activités qui sont vitales à la société, et à partir de là, on fait les processus. Donc, comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce qu'on fonctionne un système de management de la qualité?
Cela fonctionne en 4 étapes, qui sont les 4 étapes du diagramme de Lemming, exactement. Diagramme de Lemming, donc plan, do, check, act. Donc plan, on va regarder comment ça se passe actuellement, quels sont nos objectifs, quelles sont les attentes. On va décrire comment on est censé faire, grâce à la méthode qui, quoi et comment. Ces 3 réponses doivent être, ces 3 questions, l'entreprise va devoir y trouver la réponse pour toutes les activités de la société. Ensuite, le do, on va regarder comment ça se passe actuellement, comment les procédures sont effectuées. La 3e étape, check, c'est un contrôle. C'est notamment là que va s'insérer l'audit interne pour contrôler si les différentes mesures et les différents processus sont bien respectés. Et ensuite, grâce à cet audit, nous allons pouvoir faire la 4e étape, act, l'action, qui n'est pas vraiment une action, mais qui est plutôt une correction des potentielles erreurs qui peuvent arriver. Maintenant, nous avons énoncé un tout petit peu la méthode, comment obtenir la norme. Nous avons préparé un petit cas pratique pour vous. Donc, nous allons faire appel, pour cette méthode, nous allons faire appel à vous, car c'est une méthode très interactive. Nous aurions aimé la faire en face à face, en présentiel. Malheureusement, vous savez que ce n'est pas possible. Mais nous allons vous envoyer dans le chat Zoom un document qui sera l'énoncé du cas pratique que vous allez, sur lequel vous allez vous baser. Je vais vous l'envoyer tout de suite, c'est fait. Normalement, vous devrez avoir reçu ce cas pratique. Donc, je vous laisse l'ouvrir, en prendre connaissance. Qu'allons-nous faire dans ce cas pratique? Premièrement, nous allons vous poser une question assez simple, mais difficile à répondre. La nuance, c'est que c'est simple dans le sens que ce n'est pas compliqué à comprendre, mais la réponse n'est pas évidente. Par exemple, ici, notre première question sera: quelles sont les parties prenantes vitales au fonctionnement de cette société? Je vais vous partager ces parties prenantes sont réparties en 5 catégories différentes, qui sont les autorités, qui sont la société en elle-même, les fournisseurs, les partenaires et les clients. Qui sont-ils? Sont-ils complètement vitaux au fonctionnement de la société? Je vais vous les mettre en partage. Je vais trouver, excusez-moi. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que c'est tout bon? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, alors, hop, hop. Vous avez ici les 5 catégories dans lesquelles ces parties prenantes doivent se répartir. Maintenant, votre travail, ça va être de déterminer quelles sont ces parties prenantes. Quelles sont ces parties prenantes qui sont vitales dans le cadre du cas pratique que nous avons envoyé sur le chat. Donc, ce qu'on va faire, nous allons vous séparer en plusieurs salles. Comme ça, vous pourrez discuter entre vous de ce qui peut aller dans ces différentes catégories. Et d'ici 5 minutes, nous reviendrons sur la conférence. Alors, attendez, je vais partager. Hop. Voilà. Alors, vous serez répartis automatiquement dans une salle. Cela durera environ
quelques minutes et 5 minutes précisément. Et comme ça, vous pourrez discuter entre vous. D'ici 5 minutes, cela reviendra normalement sur la conférence actuelle et nous mettrons les idées en commun. Il faut juste bien prendre connaissance du document. Prenez donc bien connaissance du document, de la société que c'est. Et en fonction de ça, vous allez facilement trouver, je pense, des parties prenantes. Donc, à savoir, comme l'a dit Quentin avant, les autorités, les fournisseurs, la société en elle-même. Donc, elle peut avoir des collaborateurs, elle peut avoir un conseil d'administration. Et ensuite, les clients. Donc, prenez bien compte du document, lisez bien le document. Il n'est pas très grand, c'est une page. Et à partir de là, on attend vos réponses dans le chat. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Cinq minutes. Donc il est 44. On dira à la fin.
Parfait. Tout devrait être bon. Est-ce que vous êtes bien de retour sur la conférence principale? Oui, on est là. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, comment, déjà, premièrement, avant d'attaquer a priori le cas pratique, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris? Si vous voulez peut-être parler à voix haute, sinon écrivez dans le chat. Dites-nous si tout fonctionne, si tout se passe bien. Juste une question. Oui. AgroBio, c'est un supermarché, donc on parle de quelque chose dans le style de Bio, c'est bon, Coop, Micro, pas une marque qui vend dans ces endroits-là. Non, c'est vraiment un supermarché propre à lui-même. C'est pas une marque qui se vend à la Coop ou à la Migros. Voilà, c'est un supermarché comme ça, comme Denner est un supermarché, AgroBio est un supermarché. Oui. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou sinon, du coup, on attaque tout simplement le cas pratique. Et dans ce cas-là, je vais vous demander vos suggestions parce que on attend tout simplement des réponses et après, on vous montrera un peu ce que nous, on a trouvé. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole ou s'il est trop timide, qu'il écrive dans le chat, il n'y a pas de problème, on attend vos réponses. Moi, je veux bien me lancer à l'oral sur ce que j'ai pu, à quoi j'ai pensé. Du coup, j'ai commencé par les clients, en fait. Pour moi, c'était plutôt la population suisse qui aime bien tout ce qui est bio. Donc, après, je pense que ça dépend un peu des catégories d'âge. Par exemple, les jeunes, ils sont plus inclinés à acheter du bio. Mais aussi peut-être les familles qui ont des enfants, etc. Donc, ouais, en fonction de l'âge, mais voilà, les clients sont la population suisse. Et puis après, par exemple, en autorité, en fait, je me suis dit que, en gros, ce serait nécessaire pour être qualifié comme un produit bio ou comme un supermarché bio, il faut que tous les produits sont certifiés bio. Du coup, je pense que c'est là où la norme ISO, elle rentre. Qu'est-ce qui qualifie un produit d'un standard bio? Et voilà, je pense que je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je te remercie, Lucine. Quelqu'un d'autre a une suggestion? Moi, justement, comme autorité, est-ce que c'était pas aussi, moi je voyais le côté lié à l'État, enfin l'autorité suprême, on va dire, dans le sens tout ce qui sont les taxes, les prix à payer dès qu'ils vont ouvrir les établissements, etc. Donc, j'avais pensé donc déjà tout simplement l'État, et puis toutes les charges en soi qu'ils doivent payer, que ce soit la première année ou les années à venir. Alors, exactement, il y a du juste dans ce que les deux vous avez dit. Après, on va vous montrer. On attend encore peut-être une dernière personne si quelqu'un a quelque chose à dire. Après, on vous montrera justement par rapport aux autorités et par rapport aux autres catégories, ce que nous, on a mis et pourquoi on l'a mis. Donc, on attend juste une dernière personne si quelqu'un veut prendre la parole. Ou veut écrire dans le chat. Tout simplement. Moi, je peux... Nous, Ouais. pardon. Non, tu peux aller. Merci beaucoup. Nous, on avait juste vu dans notre petite breakout room, juste par rapport aux fournisseurs, vu qu'ils travaillent vraiment côte à côte avec l'entreprise, on s'est dit que justement, implémenter la norme, ce serait un peu garantir que le travail entre fournisseurs et l'entreprise se passe bien, en fait, ou correctement. Alors, exactement, il faut savoir que la norme, elle ne va pas seulement pour une catégorie, donc pas seulement pour les autorités ou pour les fournisseurs, mais comme on l'a montré avant, c'est pour le management, pour les collaborateurs et pour les clients, et évidemment fournisseurs, partenaires, autorités et du coup AgroBio, tout le monde en fait partie. Donc la norme, elle a des avantages pour tout le monde. Elle n'a pas des avantages seulement pour une catégorie, mais vraiment pour tout le monde. On va vous montrer maintenant ce que nous, on a trouvé tout simplement et ce qu'on a mis. Voilà, donc nous, on a préparé un petit peu à l'avance ce que nous, on estimait qui irait dans les parties prenantes vitales de chaque catégorie. Donc pour les autorités, effectivement, il y avait le label bio suisse, comme c'est un supermarché bio, il doit y avoir une autorité, un brevet pour pouvoir utiliser ce terme bio. Et également tout ce qui est administration fiscale cantonale ou alors les impôts, éventuellement la TVA, l'AFC. Il y a tout un tas de différentes organisations d'autorités
qui peuvent rentrer là-dedans. Ensuite, pour la société en elle-même, pour AgroBio, nous avons décidé de la séparer en 3 parties différentes. Donc, le conseil d'administration, la direction et les employés, ça représente une structure assez simple, quoique efficace. Pour les partenaires, ici, il n'y avait pas de… Comme c'est un cas fictif, la réalité n'était pas réelle. Ce sont des idées. Donc, évidemment, il y a les associations, potentiellement des ONG, des organisations non gouvernementales, potentiellement BioSuisse, qui est aussi un partenaire sur le canton de Genève. Et il y a aussi, pour finir, le cercle des agriculteurs genevois, qui est tout simplement tout ce qui regroupe un peu tous les agriculteurs de Genève. Voilà. Ensuite, pour les fournisseurs, on a les agriculteurs. On va se fournir où? Chez nos agriculteurs, si on met quelque chose de bio et d'un peu à la mode, on va dire. Nous avons des assurances. Celles qui fournissent des assurances, ce sont des fournisseurs, simplement. On a des banques. Donc, banque, on entend dans le sens où on a un compte en banque sur lequel on met de l'argent, donc les ressources de la société. On a un propriétaire du bail. Donc, là, on part du principe qu'on n'est pas propriétaire. Donc, c'est-à-dire que notre AgroBio n'a pas acheté le bâtiment, mais que du coup, il loue la surface. Donc, il y a un propriétaire, c'est un fournisseur. Et transport de marchandises, il faut bien qu'on loue des camionnettes ou des camions qui viennent nous livrer la marchandise. Concernant les clients, nous avons des ambassadeurs engagés. Quentin, si tu veux bien reprendre la suite. Oui, bien sûr. Donc, les ambassadeurs engagés qui sont les défenseurs de la cause bio. Nous avons d'autres personnes que nous avons décidé d'appeler les ASICS, Anime Sana Incorpore Sadum, qui sont les gens qui font très attention à leur bien-être, au côté sain de ce qu'ils consomment. Puis, nous avons les seniors qui sont intéressés dans le bio, dans ces nouvelles normes, dans ces nouveaux produits. Les défenseurs de la cause animale et les trend followers, qui sont des personnes qui suivent, qui sont toujours à jour sur les nouvelles tendances, les nouvelles trends, et qui décident de les suivre, que ce soit pour eux ou pour leur réputation ou alors leur envie personnelle. Voilà un petit peu ce que nous, on a créé avec ce cas fictif. On n'attend bien sûr pas qu'il y ait quelque chose de complet comme ça en 5 minutes. On comprend que c'est assez dur de se mettre un petit peu dans la peau du top management d'un supermarché bio. Maintenant, on va vous reséparer dans les groupes et on va vous poser une autre question avec ces parties prenantes-ci. Quels peuvent être leurs objectifs et leurs attentes pour ce qui est de AgroBio. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'eux attendent de nous, donc les attentes, et quels sont nos objectifs en tant que top management d'AgroBio envers ces parties prenantes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. S'il n'y a pas de questions, je vous resépare dans les salles de conférence. Normalement, vous aurez les mêmes groupes. Donc, à tout à l'heure.
Ok, parfait. Tout le monde est là. Donc, nous, on a fait ça de notre côté. Une fois de plus, on va vous demander donc soit de prendre la parole, soit de nous écrire dans le chat, tout simplement vos suggestions par rapport aux objectifs et attentes vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis pardon des parties prenantes. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Moi, je peux commencer. Oui. Vous m'entendez bien déjà? Oui, oui, c'est tout bon. Ok. Du coup, ce dont j'ai discuté avec mon groupe, c'est que pour les clients, par exemple, ce que les clients peuvent attendre d'AgroBio, c'est un bon compromis entre le bio, parce qu'on sait toujours que le bio, c'est quand même un peu plus cher vu que c'est quand même de meilleure qualité. Donc, un bon compromis entre bio et prix pour les clients. Donc, un bon rapport qualité-prix, en guillemets? Exactement, ouais, c'est ça le mot qualité-prix. Et oui, pour les agriculteurs, dont les fournisseurs, c'est que, enfin, j'imagine, je ne m'y connais pas trop en bio, que pour produire du bio, enfin, des produits bio, il y a quand même une sorte de charte ou de ligne conduite à avoir. Enfin, on ne peut pas produire des produits bio de la même façon qu'on produit des produits qui ne sont pas bio. Donc, ouais, ce que AgroBio pourrait attendre des agriculteurs, c'est vraiment un respect de ce mode de fabrication pour avoir vraiment des produits certifiés bio de qualité. Ok, oui, c'est juste. Voilà. Je Quelqu'un vais d'autre? laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, par Est-ce exemple? que je peux décrire le partenaire, ce que j'ai trouvé? Je ne suis Ouais. pas sûre que ça soit correct. Mais, ce qu'on pourrait s'attendre des partenaires, c'est que de l'aide financière, vu qu'on commence de zéro, légal, et peut-être aussi aide si on a des doutes sur comment faire quelque chose, peut-être eux qui sont déjà dans le secteur pour nous donner un peu de conseils. Après, ce que eux s'attendent de nous, c'est tout d'abord un retour sur ce qu'ils sont en train d'investir sur nous. Donc, ça dépend de comment ça va marcher, mais s'ils investissent de l'argent, qu'eux aient quelque chose de retour, donc je sais pas, de la publicité, ça c'est à voir. Et surtout, je pense de la fidélité par rapport à eux. Parce que si on s'engage, il faudrait qu'on reste fidèle à eux et on ne va pas changer tous les 5 minutes de personne, quoi. Oui, Je ne sais pas si c'est correct. C'était un très bon point, très bon point soulevé. Est-ce qu'on a quelque chose, par exemple, pour la société, pour AgroBio en elle-même? Est-ce que quelqu'un a une idée? Justement, moi j'avais une question par rapport à ça, j'avais pas trop bien compris. Du coup, là, c'est AgroBio qui doit attendre quelque chose de la part Donc, de sa structure. la société, par exemple, le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il attend de ses employés? Qu'est-ce que les employés attendent eux-mêmes du conseil d'administration ou du management qui est au-dessus? Ok. Alors, pour employer, moi j'avais trouvé ce qu'ils peuvent attendre donc de leur supérieur, en tout cas de la société, c'est des conditions de travail optimales, tout ce qui rentre avec le salaire, qui soit donc du travail, le respect en tout cas des employés par rapport à ça. Donc, une bonne organisation, un bon management et des tâches bien réparties pour chaque employé. Et puis, de ce que bien évidemment l'entreprise peut attendre de la part des employés, c'est que le travail soit fait, le travail soit exécuté, qu'ils aient donc que ce soit respect par rapport aux deadlines, ce genre de choses. Okay. C'est un excellent point soulevé aussi. Donc, on va vous montrer ce que nous, on a réalisé pour cette partie-là. Voilà. Donc ici, on vous montre uniquement les objectifs parce que faire des attentes aussi, ce serait un petit peu trop long. On ne va pas aller trop dans le détail vu qu'on a un temps un petit peu limité. Par exemple, les objectifs d'AgroBio, de la société AgroBio, envers la société, c'est qu'elle soit rentable, que le management soit de qualité et qu'il y ait un respect des contrats qui sont effectifs dans la société. Pour les fournisseurs, par exemple, l'objectif d'AgroBio, ce serait, comme ça a été soulevé, la qualité du service, la qualité des produits et le respect des échéances pour tout ce qui est livraison, par exemple, qu'ils soient disponibles et qu'ils proposent potentiellement des offres, des réductions à l'achat. Pour les clients, on peut imaginer aussi que l'objectif est évidemment de les fidéliser, que ce soit des clients récurrents et non pas occasionnels, que les clients respectent les valeurs qui sont mises en avant par AgroBio
qu'ils payent, évidemment. Le paiement fait partie des objectifs. Et par exemple, on peut regarder pour pour la diffusion et la publicité, on veut que les clients diffusent le message à propos de notre société, qu'ils en parlent autour d'eux, que ce soit en bouche à oreille, les réseaux sociaux ou n'importe quel autre moyen. Donc, pour enchaîner, maintenant, la troisième question qu'on va vous poser est quels sont les risques auxquels ces parties prenantes peuvent être exposées. Donc là, il y a plusieurs moyens de procéder pour les risques. Soit vous pensez en termes de département dans l'entreprise, soit vous pouvez penser en termes, pareil ici, des parties prenantes. Donc, par exemple, les risques concernant les autorités, concernant la société, les partenaires. C'est à vous de décider comment vous voulez organiser ça. Nous, on a réalisé l'analyse des risques en fonction des parties prenantes. Donc, si vous ne savez pas lequel faire, faites comme ça. Et comme ça, on sera sur la même longueur d'onde une fois que cette troisième pause, que cette troisième expérience, exercice soit finie. Si vous n'avez pas de questions, je vais séparer les salles à nouveau. Est-ce qu'il y a des questions? Non, parfait. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Et 11, il faudra qu'on fasse vite. On va faire vite les riches. Ouais, Il est 30, c'est 30. Je le temps. On avait c'est dit on les réservait. 11. On avait... Ouais, mais je ne sais pas s'il y aura pas mal de questions ou pas. Il nous reste 10 minutes après pour présenter la GEG et les questions. Je vais bien mieux.
Ok, parfait. Du coup, pour la dernière fois, on va vous demander quels risques vous avez pu trouver. Et une fois de plus, je vous laisse soit prendre la parole, soit nous écrire dans le chat. Et c'est la dernière expérience qu'on fait comme ça. Le dernier petit exercice, après on passera à autre chose. Du coup, je vous laisse prendre la parole ou tout simplement l'écrire. Et on est tout oui. Quelqu'un qui veut se lancer? Ouais, je veux bien me lancer si vous m'entendez bien. Oui, j'entends. Typiquement pour les partenaires, avec le petit groupe, on a pensé au fait que s'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'on fait ou de l'image qu'on renvoie, ils peuvent arrêter de nous financer, de nous aider d'un point de vue financier. Et surtout quand on commence, si on perd ce genre d'aide, c'est assez crucial. Oui, c'est juste, Effectivement. Et pour les clients, pour rester dans la même lancée, on a pensé aussi au fait que s'ils ne sont pas satisfaits du produit qu'on vend ou de la qualité du produit qu'on vend, ils risquent de ne pas retourner dans notre magasin et puis on risque de perdre des clients. Ou alors, si on avait ce jeu d'ambassadeurs, s'ils font de la mauvaise pub sur nos produits, c'est aussi négatif pour nous et c'est un risque. Excellente remarque. très juste, très très juste. On va vous montrer une fois de plus. On attend encore une personne qui vienne nous dire un peu ce qu'elle a trouvé. Montre-nous son intervention, Katharina. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, veut se lancer? Vous m'entendez? Ah ouais, c'est rien. Tu peux aller, t'inquiète. D'accord. Alors du coup, nous, dans notre groupe, on a trouvé pour le risque d'Agrobio, donc la société en elle-même, qui peut faire faillite. C'est un grand risque. Aussi, un mauvais management. Voilà. Pour les risques des fournisseurs, on a trouvé, par exemple, si on n'est pas livré à temps, comme risque. Aussi qu'ils se détournent de notre société et qu'ils aillent voir les concurrents. Oui, effectivement, c'est juste. Voilà. C'est ce qu'on a trouvé. Ok. On vous remercie pour votre intervention. On va vous montrer ce que nous, on a trouvé. Donc, à savoir que ce n'est pas une liste exhaustive de tous les risques. Il peut y en avoir bien d'autres. On a fait quelque chose qu'on trouvait assez important. Évidemment, si on s'y penche pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, on peut en trouver énormément. Le but, c'est de trouver les principaux, ceux qui sont pertinents et pas de trouver tout et n'importe quoi non plus. Quentin, si tu veux commencer. Ouais. Donc, quand on fait une analyse des risques, la méthode qui est utilisée ici, c'est qu'on classifie les risques avec un indice de vraisemblance et un indice de qualité. Ces deux indices vont de 1 à 4 et aident à déterminer le potentiel dangereux du risque. C'est-à-dire, plus un risque va être vraisemblable, plus il aura de chances d'arriver, donc plus ce sera grave, et plus un risque sera grave, plus il pourra être fatal pour l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on les sépare. Ici, la répartition des risques, la classification des risques n'a pas été faite, mais c'est pour que vous ayez un peu l'idée. Donc, par exemple, il y a eu des très bonnes choses. Donc, par exemple, la faillite financière qui a été soulevée. Pour les risques des clients, en effet, la mauvaise publicité ou l'insatisfaction qui conduit à la perte de clients, c'est un très bon point soulevé également. Pour les fournisseurs, le retard de livraison, c'est également quelque chose d'important pour un supermarché. Pour les risques à l'intérieur, il peut y avoir aussi tout un tas de risques des ressources humaines, des risques informatiques, des risques de vérification, d'audit. Il y a tout un panel de risques qui est possible. Ici, encore une fois, on essaie de sélectionner les plus cohérents et les plus pertinents pour notre analyse. Mais voilà, vous avez soulevé des très très bons points. Et je crois est-ce qu'il y en a un où on veut s'arrêter un petit peu plus? Je ne pense pas. Je reviendrai peut-être juste sur l'insatisfaction client. Donc, l'objectif de la norme ISO 9001, c'est justement l'objectif final au final. C'est la satisfaction client. Donc, si maintenant on a des clients qui sont insatisfaits, c'est que quelque chose dans notre système de management de la qualité ne va pas. Et c'est là qu'il faut prendre des actions de correction et c'est là qu'on corrige. Donc, je pense que l'insatisfaction client, qui est un risque qu'on a mis tout en bas, c'est un risque qui est très grave. Si on a des clients insatisfaits, forcément, on a moins d'argent et ça entraîne tout simplement beaucoup de conséquences et beaucoup de choses négatives. Concernant les risques, je pense que c'est tout. Maintenant, on vous remercie premièrement d'avoir participé à ces petits exercices. On va vous parler un peu de ce que nous, à la Junior Entreprise Genève, on a pu faire jusqu'à maintenant concernant la norme ISO 9001.
et de qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore. Voilà. Alors, petite précision avant d'enchaîner ce prochain chapitre. Il faut savoir qu'ici, on n'a fait qu'une petite partie de cette méthode permettant de comprendre et de valider la norme ISO 9001. Effectivement, c'est quelque chose qui est important de commencer par les bases, savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qu'on veut, ce que les autres attendent de nous et qui attend quoi de nous. En l'occurrence, ici, on l'a fait en une trentaine de minutes à peu près. Je pense que pour une société de cette envergure, je pense qu'il faudrait plutôt une dizaine d'heures pour vraiment rentrer dans l'analyse et comprendre à tous les niveaux quels sont les potentiels, les risques, quels sont les objectifs, les attentes, les parties prenantes, et également tout ce qui est processus. Comment, qui fait quoi et comment. C'est les 3 questions auxquelles on doit répondre. Maintenant, je vais vous repartager la présentation. Donc, à la Junior Entreprise Genève, cela fait maintenant plusieurs mois que nous sommes en phase de création d'un système de management de la qualité pour pouvoir, en vue de l'obtention en 2021. Pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans ce projet dantesque, surtout pour une association étudiante? Premièrement, nous avons réparti ça en 3 points, qui sont un projet commun porteur de sens, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et qui réunit les gens sous une même bannière. Cela permettrait également une reconnaissance internationale, car la norme ISO est une norme internationale qui fonctionne dans tous les pays pour des milliers d'entreprises. Et cela permettra également une différenciation face à nos potentiels concurrents, que ce soit les associations, que ce soit les cabinets de consulting ou tout autre concurrent du même secteur que nous. Pour mettre un tout petit peu de contexte, la Junior Entreprise Genève, c'est une association d'étudiants qui fonctionne exactement comme un cabinet de consulting. Donc, nous réalisons des services pour nos clients allant du business plan à l'analyse SEO en passant par les services marketing. Où en sommes-nous à présent? Nous avons déjà bien avancé. Nous avons suivi cette formation donnée par l'un de nos partenaires, Challenge Optimum, cet été, avec tout le comité qui est constitué des managers et de la direction. Puis, grâce à cette formation, nous avons pu déterminer exactement ce qu'il fallait faire, dans quel ordre, et ainsi, nous voilà aujourd'hui en train de créer ce système de management de la qualité. Donc, pour vous dire où nous en sommes, nous avons créé tout ce qui était partie prenante, les objectifs, les attentes, les risques. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer, les documents, la documentation qui va permettre les vérifications. Il nous reste aussi à passer l'audit interne, à corriger toutes les non-conformités qui seront relevées par cet audit interne et enfin, dès que ces erreurs seront corrigées, à passer l'audit de certification. Donc, ça représente un travail énorme qui est ma responsabilité, ma plus grosse responsabilité cette année en tant que manager audit. Et c'est quelque chose dans lequel je suis rentré l'année dernière et que j'ai découvert. Et j'ai découvert cette année tout un univers l'univers des normes, l'univers de comment est-ce qu'on crée un système de management de qualité, comment ça fonctionne, qui sont les parties prenantes, pourquoi on devrait avoir des objectifs, quels sont nos risques, quels risques sont les plus dangereux, comment les maîtriser. Il y a tout un tas de questions, c'est un sujet passionnant et c'est ma responsabilité cette année de faire passer la norme ISO 9001 à la Junior Entreprise Genève. Pour terminer, donc une fois de plus, on vous remercie d'avoir participé. Pour terminer, on a évidemment une FAQ et le questionnaire de satisfaction. Donc, on vous demandera de, s'il vous plaît, scanner ce QR code, de remplir les quelques questions qu'il y a à remplir. Ça ne prend vraiment pas très longtemps. C'est juste qu'on puisse avoir un retour pour pouvoir nous améliorer pour la prochaine fois. Et en attendant, on est ouvert à toutes questions. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, que ce soit une fois de plus par oral ou sur le chat, on est prêt pour y répondre. On va également vous envoyer le questionnaire de satisfaction dans le chat pour ceux qui ne peuvent pas scanner avec leur téléphone. Je vous envoie ça tout de suite.
Y a-t-il des questions? Y a-t-il des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris dans ce qu'on vous a expliqué? N'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur nous, sur nos parcours éventuellement, sur ce qui nous a amené à être ici présents, à travailler bénévolement pour la Junior Entreprise Genève. Vraiment, tout type de questions, nous sommes ouverts à plus ou moins tout. Moi, j'ai une question. Oui, Du coup, c'est pour Nicolas. Je sais que tu as été certifié ISO, si je ne me trompe pas. Mais je t'ai jamais demandé pourquoi et dans quel cadre. Est-ce que c'est par rapport à une entreprise dans laquelle tu as été? Est-ce que c'est toi qui as monté un petit business? Enfin, voilà. Non, alors exactement, en fait, je travaillais dans une société, dans l'immobilier tout simplement, Ouais. et, dans une régie immobilière. Cette régie était dans l'optique de passer la norme ISO 9001 et 14001. Donc, le problème, c'est que personne ne voulait s'y coller. Donc, mon ancien patron a dit bah, dorénavant, Nicolas, tu t'occuperas de ça. Donc, on a fait en sorte que je sois certifié, que je sois des formations qui ont duré 6 mois pour les deux. Et à la suite de quoi, j'ai mis en place justement tout un système de qualité de la management, donc ISO 9001, et un système de management environnemental qui est ISO 14001. Et à la suite de quoi on a été certifié, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et là, dans quelques semaines, il y a l'audit de certification pour la 3e année consécutive. Donc ça fait 3 ans de suite qu'on obtient la norme, enfin qu'on nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001. Ok, merci. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais une question en fait. Peut-être si vous pouvez revenir sur la partie où il y avait toutes les parties prenantes avec toutes les listes des parties prenantes justement. la liste En des jaune. précédentes. Exact. Ouais, je vous partage ça. Avec le développement à côté. Alors, c'est cette liste-là? Exactement. J'avais pas, peut-être j'ai mal entendu, mais j'ai une question concernant dans la partie client. Qu'est-ce que c'était ASICS? Alors, les ASICS, alors certes, c'est une marque de chaussures, mais c'est une expression qui veut dire animé sana in corpore sanum. Donc, un esprit Ok. dans un corps sain. Ah, ok. C'est pour ça que c'est un type de client, donc ce type de client qui fait beaucoup attention aux produits qu'il consomme, car il y a une réelle envie de se sentir sain, de se sentir bien dans son corps. Ok, d'accord. D'accord, je ne connaissais pas. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Une fois de plus, que ce soit sur Quentin, sur moi, sur la junior entreprise ou sur la présentation que vous avez fait aujourd'hui, sur l'exercice, des remarques, quoi que ce soit, nous sommes ouverts, nous sommes à l'écoute. Oui, moi j'en ai une. Donc vous avez tous les deux bénévoles, c'est ça que j'ai Exactement. compris? Oui, alors en fait, on est étudiant de l'Université de Genève et la junior entreprise fait partie de l'université. C'est une association qui fait partie de l'Université de Genève. Donc, nous ne sommes pas salariés, on y participe tout simplement bénévolement et on a des tâches quotidiennes bénévolement. La chose qu'on acquiert, c'est une expérience vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'externe. En cours, on est surtout orienté sur la théorie. Et là, grâce à la Junior Entreprise Genève, on a quand même une vision du monde externe à l'Université de Genève et du coup, des contacts avec les clients, avec des partenaires, etc. D'accord. Et donc vous êtes étudiant en business ou étudiant en quoi? Nous sommes tous deux étudiants à la Geneva School of Economics and Management, la GSEM, qui est une faculté de l'Université de Genève. Cependant, la Junior Entreprise Genève ne se limite pas à cette unique faculté. Nous avons des gens qui viennent de psycho, nous avons des gens qui viennent d'IT, de GSI, pardon. Nous avons des gens qui viennent de droit, effectivement. Nous sommes vraiment ouverts à tous. Tant qu'il y a un intérêt et qu'il y a une volonté de créer quelque chose de plus, de s'intéresser au monde de business, au monde professionnel, nous sommes ouverts à tout. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Écoutez, si tout est bon pour vous,
Encore une fois, nous vous remercions d'avoir participé à cette conférence. Nous, ça nous a fait très plaisir de la préparer et de la donner. N'hésitez pas vraiment à remplir le questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous, pour que nous puissions nous améliorer dans le futur, que nous puissions évoluer dans le bon sens et potentiellement de ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons pu faire ici. Quoi qu'il en soit, encore merci à tous d'avoir participé. Je vous laisse encore le lien quelques minutes pour que vous puissiez cliquer dessus. Et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. On vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.